Présentation du semestre européen, phase corrective. Le volet correctif vise à corriger les déséquilibres constatés en matière budgétaire et macroéconomique. Il intègre également un mécanisme de sanction. Il est donc censé pallier aux défaillances constatées à l'occasion du volet préventif et garantir ainsi l'effectivité de la nouvelle gouvernance économique européenne. La phase corrective, qui concerne les déséquilibres macroéconomiques, s'emploie à pallier aux défaillances constatées à l'occasion de la coordination des dites politiques. À la suite du bilan approfondi du printemps, les États membres, que la Commission européenne considère en situation de déséquilibre macroéconomique non excessif, doivent suivre les recommandations adoptées par le Conseil de l'Union européenne. Mais ils ne sont pas soumis à la procédure de déséquilibre macroéconomique excessif. En revanche, si à la suite du bilan approfondi, la Commission européenne constate qu'un État membre est en situation de déséquilibre macroéconomique excessif, elle ouvre alors la procédure correspondante à l'encontre de ces pays. Pour cela, elle propose au Conseil de l'Union européenne la mise ou non sous procédure de déséquilibre macroéconomique excessif. C'est le Conseil de l'Union européenne qui vote à la majorité qualifiée la mise sous procédure de déséquilibre macroéconomique excessif. C'est ici que celle-ci commence. Chaque État membre doit adopter un plan national de mesures correctives dans un délai défini par le Conseil de l'Union européenne. Il comprend à la fois les actions spécifiques et le calendrier de mise en œuvre de ces actions. Ce plan a pour objectif de réguler les déséquilibres macroéconomiques jugés excessifs. Le plan de mesures correctives doit tenir compte des incidences économiques et sociales de ces actions et doit être conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l'emploi. Sachez que cette procédure n'a jamais été mise en œuvre pour l'instant. Toutefois, une procédure parallèle de specific monitoring s'est développée en pratique. Les États membres doivent alors présenter les réformes visant à réparer le déséquilibre et se voient imposer des délais pour leur mise en place. La Commission européenne évalue le plan national de mesures correctives de chaque État membre. Si la Commission européenne considère le plan satisfaisant, alors le Conseil de l'Union européenne peut l'avaliser. Si le plan est considéré comme non satisfaisant par la Commission européenne, l'État membre concerné doit alors présenter un nouveau plan national de mesures correctives. Ce nouveau plan sera à nouveau évalué par la Commission et avalisé par le Conseil de l'Union européenne. Pour les pays membres de la zone euro, si le plan est jugé non satisfaisant plus de 2 fois, la Commission européenne propose alors d'imposer à l'État membre une amende annuelle de 0,1% du PIB. Il faut noter qu'ici s'applique le principe de la majorité qualifiée inversée. Une fois le plan avalisé par le Conseil de l'Union européenne, il faut distinguer la situation des États membres de la zone euro de celle des États hors zone euro. Pour les États hors zone euro, deux situations se présentent. Première situation, si le plan avalisé par le Conseil de l'Union européenne est respecté par l'État membre, la procédure de déséquilibre macroéconomique excessif est clôturée. Deuxième situation, si le plan avalisé par le Conseil de l'Union européenne n'est pas respecté par l'État membre, la Commission recommande au Conseil de l'Union européenne d'adopter une décision faisant état du non-respect. Puis, le Conseil de l'Union européenne adopte la décision faisant état du non-respect. Il allonge le délai de mise en œuvre du plan et il informe le Conseil européen. La procédure est alors terminée pour les États hors zone euro. Intéressons-nous maintenant à la situation des États membres de la zone euro. Pour eux, la procédure est beaucoup plus stricte, puisqu'elle implique des sanctions en cas de non-respect. Comme pour les États hors zone euro, deux situations sont possibles. Première situation, si le plan avalisé par le Conseil est respecté par l'État membre, la procédure du déséquilibre macroéconomique excessif est clôturée. Deuxième situation, si le plan avalisé par le Conseil de l'Union européenne n'est pas respecté par l'État membre, le Conseil de l'Union européenne adopte de nouvelles recommandations. Puis, si l'État membre ne coopère toujours pas, la Commission propose alors un dépôt portant intérêt de 0,1% du PIB.
Là encore, le Conseil de l'Union européenne peut rejeter cette proposition à la majorité qualifiée inversée. Si l'État membre persiste à ne pas coopérer et donc à ne pas mettre en œuvre le plan, la Commission peut proposer de convertir le dépôt en amende annuelle. Une fois encore, le Conseil de l'Union européenne peut rejeter cette proposition à la majorité qualifiée. Rappelez-vous, la phase corrective vise à sanctionner les défaillances identifiées dans le cadre des politiques macroéconomiques et en matière de politique budgétaire. Nous venons de vous présenter le volet correctif, qui concerne les déséquilibres macroéconomiques. Nous allons maintenant passer aux déséquilibres en matière budgétaire. Le Conseil de l'Union européenne peut également, toujours sur proposition de la Commission, déclencher la procédure de déficit excessif dans le cadre de la politique budgétaire. Nous l'abrégerons PDE. Voici comment elle débute. Sachez que la Commission s'appuie sur les données Eurostat. C'est pour cela que la procédure de déficit excessif est généralement déclenchée au moment de la publication des nouvelles statistiques, c'est-à-dire au printemps, alors même qu'elle n'est soumise à aucune contrainte calendaire sur le plan formel. En premier lieu, la Commission rédige un rapport sur le respect des règles budgétaires et peut suggérer ou non la mise sous PDE d'un État. Ce pouvoir est discrétionnaire. Les États membres dont la dette publique ne dépasse pas 60% du PIB et dont le déficit public est inférieur à 3% du PIB, ainsi que les États membres en bonne voie pour atteindre ces objectifs, ne sont pas inquiétés. Par contre, les États membres ne respectant pas les règles budgétaires ou ne respectant pas les recommandations données dans la phase préventive peuvent être placés sous PDE par vote du Conseil de l'Union européenne. La PDE n'est pas la même pour un État membre hors zone euro et un État membre faisant partie de la zone euro. Hors de la zone euro, on peut distinguer trois étapes. Dans un premier temps, le Conseil de l'Union européenne statue sur le déclenchement de la PDE à la majorité qualifiée simple. La sanction n'est donc pas la règle et n'est pas automatique. Si la PDE est votée, le Conseil définit, sur proposition de la Commission, l'effort annuel de réduction du déficit structurel que devra fournir l'État membre, ainsi qu'une date butoir pour la réduction de son déficit en dessous de 3% du PIB. Selon la situation de l'État, la procédure se poursuit ou non. Si l'État membre respecte ses objectifs dans les délais impartis, la procédure se termine. En revanche, si l'État membre ne respecte pas ses objectifs dans les délais impartis, la procédure suit son cours. Pour cet État membre, la Commission constate pareille non-conformité selon la formule des textes et peut mettre l'État membre en demeure. Elle peut en effet prendre des mesures correctives qui vont jusqu'à mettre l'État sous tutelle. Pour les États membres hors zone euro, la procédure de déficit excessif prend fin ici. Dans le cas de la zone euro, un véritable dialogue entre des États membres avec le Conseil de l'Union européenne a lieu. Tout d'abord, le Conseil de l'Union européenne adopte les recommandations faites par la Commission à la majorité qualifiée inversée. Contrairement à la procédure hors zone euro, la sanction devient donc la règle. De la même manière, le Conseil peut fixer ensuite, sur proposition de la Commission, des objectifs de réduction des déficits structurels. Il peut également prévoir une date butoir à laquelle les États auront dû faire passer le déficit public en dessous du seuil de 3% du PIB. Si l'État réagit dans le temps imparti, la PDE s'arrête. Dans le cas contraire, elle suit son cours. Par la suite, le Conseil peut décider d'imposer 0,2% du PIB de dépôt sans intérêt si l'État membre concerné a déjà été sanctionné lors du semestre européen. Il ne s'agissait alors que d'un dépôt portant à intérêt d'un montant correspondant à 0,2% du PIB. Ces sanctions peuvent cependant être évitées grâce à la majorité qualifiée inversée. Les sanctions restent donc la règle. Si l'État membre réagit dans le temps imparti, la PDE s'arrête. Dans le cas contraire, elle suit son cours. Enfin, le Conseil de l'Union européenne peut constater cette fois pareille non-conformité, selon la formule des textes législatifs, et transforme les 0,2% de dépôt sans intérêt en une amende. Une fois de plus, la majorité qualifiée inversée fait de cette sanction la règle. Le Conseil de l'Union européenne peut par la suite mettre l'État membre en demeure, sur demande de la Commission.
Si l'État membre réagit dans le temps imparti, la PDE s'arrête. Dans le cas contraire, elle suit son cours. La navette se poursuit entre l'État membre et le Conseil de l'Union européenne. Les sanctions de celui-ci peuvent s'échelonner jusqu'à des amendes de 0,5% du PIB de l'État membre concerné. Ces sanctions marquent la fin de la procédure de déficit excessif pour les États membres de la zone euro. Vous l'aurez donc compris, le semestre européen est un instrument majeur et surtout innovant de la nouvelle gouvernance économique européenne. Si des tentatives de coordination avaient déjà vu le jour avant 2010, ces dernières ont peiné à trouver une application empirique significative. Avec cette procédure est instauré pour la première fois un cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires, ayant pour avantage de synchroniser l'ensemble des calendriers nationaux et d'intervenir antérieurement au vote des budgets nationaux. De telles dispositions traduisent une intention significative de, si ce n'est pas de corriger, au moins compenser, tant que possible l'absence d'un fédéralisme économique et budgétaire. L'élargissement de la surveillance économique au champ des politiques socio-économiques et macroéconomiques qui est opéré dans le semestre européen ne fait que conforter cette idée. En effet, il faut y voir des possibilités accrues pour les institutions auxquelles on reconnaît désormais un droit de regard et d'injonction sur l'ensemble des politiques économiques nationales. En dépit de ces atouts que nous venons d'énoncer, il convient de s'interroger sur les potentielles limites de la procédure et sur les difficultés pouvant persister. Tout d'abord, si le semestre européen promet en théorie des avancées considérables en matière de gouvernance économique, sa capacité à trouver une application pratique semble discutable. Par exemple, la procédure de déséquilibre macroéconomique excessif, pourtant prévue dans la phase corrective du cycle, n'a pour le moment jamais été mise en œuvre. L'ensemble des dispositions qui ont été développées parallèlement au semestre européen, telles que le Specific Monitoring, qui vient se substituer à la procédure évoquée à l'instant, permettent de donner la mesure de ces lacunes. Ces variations dans la mise en œuvre révèlent également le pouvoir discrétionnaire dont dispose, tant la Commission que le Conseil de l'Union européenne, notamment au moment de la procédure de déficit excessif du volet budgétaire. Les institutions ont la marge de manœuvre suffisante pour décider du niveau jusqu'auquel elles prolongent leur intervention dans la gestion des économies nationales. Certains observateurs vont jusqu'à considérer que selon leur niveau de leadership au sein de l'Union européenne, les États ne sont pas soumis aux contraintes semestrielles de manière égale. Par exemple, selon qu'un État témoigne ou non d'une volonté de coopérer avec les institutions, celui-ci peut bénéficier d'une certaine souplesse. Les délais accordés tout récemment à la France et l'Italie par la Commission Juncker pour la mise en conformité avec les normes budgétaires européennes illustrent bien ce principe. Cette difficulté à rendre effective la coordination organisée par le semestre provient également de son haut niveau de complexité. Le grand nombre d'acteurs intervenant tout au long du semestre, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, Commission, États membres et même le Parlement européen, ainsi que la pluralité des politiques économiques qui y coordonnent simultanément, rend nécessaire une certaine virtuosité pour orchestrer toutes ces dimensions. Enfin, le suivi permanent des budgets de l'année en cours, mené en parallèle, ne fait que compliquer la lecture du semestre européen, ce dernier étant censé préparer les budgets de l'année suivante. La définition des priorités d'action n'en est alors que plus difficile, puisqu'il faut procéder à un arbitrage permanent entre anticipation et réactivité à l'instant T. Ainsi, le semestre européen, même s'il a été conçu pour répondre à des enjeux majeurs, est maintenant confronté à la frilosité des États. L'avenir de cette procédure dépendra donc de la place que les États seront prêts à laisser aux institutions européennes.